Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, fait face à une possible mise en accusation. La justice a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de le poursuivre dans une affaire de détournement de fonds publics. Les détails à retrouver dans cette édition. Le Kenya admet avoir participé à l'arrestation controversée de l'opposant ougandais Kizza Besigye, capturé sur son sol. Accusé de trahison et menacé de la peine de mort, cet ancien pro du pouvoir s'est attiré les foudres du régime. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Richard Info TV. Je vous l'annonçais en titre, en RDC, le sort du ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Le procureur général près de la Cour de cassation a saisi hier mercredi 21 mai l'Assemblée nationale afin de solliciter l'autorisation des poursuites à l'encontre du ministre pour détournement présumé des deniers publics. À l'origine, un projet à 39 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. Une somme de 19 millions de dollars a déjà été débloquée et versée à une société sans aucun contrôle. Le marché de gré à gré a été conclu sans l'aval de la première ministre ni de tous les organes de contrôle. Le procureur évoque une entorse à la procédure. La cellule nationale de renseignement financier avait bloqué le virement de 19 millions de dollars, évoquant des doutes. Autre anomalie avancée par le procureur. Les fonds ne venaient pas du trésor public, mais du Frivao, un établissement chargé de gérer les 325 millions de dollars par l'Ouganda à la RDC au titre des réparations de guerre et un fonds sous tutelle du ministre de la Justice. L'Association africaine de défense des droits de l'homme appelle à la prudence, car si le ministre a détourné ou tenté de détourner des fonds, il doit être poursuivi. Mais si ce sont les allégations montées contre lui par des politiciens ou des opérateurs judiciaires, nous devons lui apporter notre soutien. En coulisses, les tensions entre Constant Mutamba et le parquet couvant depuis des mois. En novembre 2024, il avait ordonné une enquête sur l'achat d'un immeuble à Bruxelles par le procureur général. L'affaire avait fait du bruit avant qu'on apprenne que l'achat était à crédit. Est-ce une riposte du procureur? 6 mois plus tard, un haut responsable judiciaire assure à RFI: il faut considérer la clameur suscitée par le dossier du ministre, pas d'animosité. Le Kenya reconnaît avoir coopéré avec l'Ouganda dans l'enlèvement sur son territoire d'un des principaux opposants ougandais, Kizza Besigye. Poursuivi pour trahison, l'ancien médecin personnel du président ougandais devenu opposant risque la peine capitale. Son avocate et ancienne ministre de la Justice kenyane dénonce des arrangements hors la loi entre États voyous d'Afrique de l'Est. Le ministre kenyan des Affaires étrangères Musalia Mudavadi a admis le mardi 20 mai au soir sur la chaîne Citizen TV que Nairobi avait coopéré avec les autorités ougandaises au nom de l'intérêt national. L'opposant ougandais Kizza Besigye, 68 ans, ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, a été enlevé en novembre 2024 lors des déplacements au Kenya, capturé par des agents des deux pays, puis transféré en voiture jusqu'à la frontière ougandaise sans que cette décision ait été validée par la justice kenyane. Il risque la peine capitale pour complot par la force des armes pour renverser le gouvernement ougandais selon l'acte d'accusation. Besigye, dans le collimateur du gouvernement de Kampala depuis son ralliement à l'opposition il y a 25 ans et depuis en détention en Ouganda. Il a mené une grève de la faim pendant 10 jours pour dénoncer sa détention illégale. Son avocate a dénoncé des arrangements hors la loi entre États voyous d'Afrique de l'Est pour opprimer leurs citoyens. L'avocate Martha Karua, par ailleurs ancienne ministre de la Justice kenyane, a elle-même été expulsée le dimanche 18 mai de Tanzanie où elle voulait assister en tant qu'observatrice à la comparution devant la justice d'un opposant tanzanien. La Maison-Blanche a publié la vidéo d'un des bombardements contre les Chebabs en Somalie. Selon la présidence américaine, cette frappe a tué la veille 10 terroristes portant plus de 100 combattants éliminés. Le bilan de l'action américaine en Somalie depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Pour la Maison-Blanche, le succès est total, mais les derniers développements sécuritaires contredisent cette lecture de la situation. La vidéo montre une dizaine d'hommes marchant dans le désert, puis une explosion. Au-dessus, le commentaire de la Maison-Blanche. On vous trouvera et l'on vous tuera. D'après l'Institut de recherche New America, l'AFRICOM, commandement américain pour l'Afrique, a opéré plus d'une trentaine de frappes de drones en Somalie
depuis l'arrivée du président Trump. Les États-Unis revendiquent l'élimination de plus d'une centaine de combattants des groupes Al-Shabaab et État islamique. Le calife de ce dernier groupe, Abdul Khadir Moumin, ferait même partie des victimes. Pourtant, sur le terrain, rien n'indique un affaiblissement du terrorisme. Mardi encore, les Shabaab ont mené une attaque au mortier contre la capitale Mogadiscio. Du point de vue des populations locales, les frappes des drones sont vécues comme une injustice, explique une étude du Centre pour les civils dans les conflits. Plus inquiétant encore, les Shabaab somaliens semblent avoir trouvé du soutien chez les Houthis, rebelles yéménites, également visés par des frappes américaines en mer Rouge. Selon un rapport des Nations Unies daté de février 2025, des représentants des deux groupes se sont rencontrés en juillet et septembre 2024. Le président mozambicain Daniel Capo a rencontré mardi 20 mai l'opposant Venancio Mondlane pour la deuxième fois depuis les élections présidentielles du 9 octobre dernier. Cette rencontre, qui s'inscrit dans un cadre de dialogue national, intervient après une période de tension marquée par les contestations électorales et les manifestations. Cette réunion s'est tenue dans une ambiance de respect institutionnel et d'esprit patriotique, écrit la présidence mozambicaine dans un communiqué publié le matin du 21 mai. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du compromis pour un dialogue inclusif signé le 5 mars entre Daniel Capo et toutes les forces politiques mozambicaines. La paix, la réconciliation, le pardon, l'harmonie et la fraternité entre les Mozambicains sont très importants, a déclaré le président. Les deux hommes sont tombés d'accord sur plusieurs points majeurs. Mettre un terme définitif à la violence, passer une loi d'amnistie pour toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale, fournir des services médicaux gratuits à toutes les victimes de la répression des manifestations et mettre en œuvre des programmes à l'intention de la jeunesse des quartiers populaires. Sur ses réseaux sociaux, Venancio Mondlane, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 9 octobre et avait été le fer de lance d'un mouvement de contestation qui a duré près de 2 mois, considère positive cette rencontre avec celui qu'il présente comme le chef de gouvernement et non le président. Le 23 mars, lors d'un premier rendez-vous, les deux hommes avaient enterré la hache de guerre. L'opposant reste cependant sous le coup d'une procédure judiciaire pour son rôle durant la crise post-électorale. Le Togo fait face à ses premiers cas confirmés de Mpox, une maladie virale également connue sous le nom de variole du singe. 3 cas, 2 femmes et 1 homme ont été confirmés dans la capitale Lomé. Les autorités sanitaires togolaises ont rapidement pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie contagieuse. Le 16 mai 2025, le gouvernement togolais a officiellement annoncé la détection des premiers cas de Mpox. Selon le communiqué, il s'agit d'une femme de 22 ans, résidant dans la région du Grand Lomé, est actuellement hospitalisée dans un service spécialisé en maladies infectieuses. Face à cette première alerte, le ministère togolais de la Santé a mis en place un dispositif d'isolement des patients afin de prévenir la transmission. Des nouveaux cas ont été confirmés depuis. Au total, ils ont été en contact avec plus de 55 personnes, précise le professeur Anoumou Dangra, coordonnateur du comité de riposte. Selon lui, 3/4 des malades ont présenté des lésions cutanées, notamment sur les paumes de main. Il faut isoler ces patients et c'est ce que nous avons fait depuis la découverte des premiers cas. C'est fondamental pour couper la chaîne de transmission, explique le professeur. Pour faire face à cette maladie virale contagieuse, le gouvernement a renforcé les mesures de surveillance épidémiologique d'alerte précoce et de sensibilisation des populations. Le ministère de la Santé met en avant l'importance des gestes préventifs et informe la population sur des conduites à adopter en cas de symptômes. Le gouvernement compte sur le suivisme et la vigilance de tous, écrit-il dans un communiqué. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Zadinfo TV, votre chaîne d'information.